La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le débat préalable au Conseil européen des 18 et 19 octobre 2012. La parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes à la veille du Conseil européen qui aura à veiller à la mise en œuvre des décisions prises à l'occasion du dernier Conseil européen du mois de juin dernier, des 28 et 29 juin, qui a engagé la réorientation de la politique de l'Union européenne. L'Europe est confrontée à une crise extrêmement profonde, une crise économique, financière, monétaire, une crise de l'emploi et de la croissance qui s'enquiste, et l'ensemble des dirigeants européens ont bien conscience de la nécessité, face à la gravité de la situation, de prendre dans l'urgence les mesures qui s'imposent pour que cette crise puisse être surmontée dans les meilleurs délais. C'est cette volonté qui a présidé aux décisions arrêtées à l'occasion du Conseil européen du mois de juin dernier, et le Conseil européen de demain sera un Conseil européen destiné à veiller à la mise en œuvre et à l'application des décisions prises, et qui préfigurera également le Conseil européen du mois de décembre, à l'occasion duquel l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement prendront connaissance de la feuille de route préparée en liaison avec les institutions européennes et les États d'Herman Van Rompuy, qui donnera un avenir à l'union économique et monétaire jusqu'à l'union politique. Je voudrais donc rappeler quels sont les sujets qui sont à l'ordre du jour du Conseil européen de demain, redire ce que nous attendons de ce Conseil européen, quel est notre agenda, et puis dire quelques mots pour conclure sur la suite, c'est-à-dire les échéances qui nous attendent par-delà le Conseil de demain et qui concernent l'avenir de l'Union économique et monétaire. Tout d'abord, quelques éléments sur les décisions qui ont été arrêtées au mois de juin et dont nous devons veiller scrupuleusement à l'application. Nous étions fixés 3 objectifs au mois de juin. Le premier objectif était l'engagement de véritables initiatives en faveur de la croissance, parce que nous avions la conviction qu'il n'y avait pas de possibilité de rétablir durablement les comptes publics s'il n'y avait pas d'initiative forte de l'Union européenne en faveur de la croissance. Nous avions aussi la volonté de faire en sorte que de l'ordre soit remis dans la finance. Une grande partie des difficultés auxquelles les économies sont confrontées résultent d'actes multipliés de spéculation dans le secteur financier qui justifiaient d'une remise en ordre durable et définitive de la finance pour que celle-ci soit au service de l'économie réelle, de la croissance, davantage que de la spéculation. Et puis nous avions, troisième objectif, la volonté de renforcer la solidarité au sein de l'Union européenne et notamment dans la zone euro pour faire en sorte que la solidarité monétaire, la solidarité financière entre les pays de l'Union soit un élément qui permette de surmonter la crise. Tout d'abord, pour ce qui concerne les initiatives de croissance, je veux vous confirmer que le plan de 120 milliards d'euros est en cours de mise en œuvre et je voudrais profiter de ce débat pour faire un point précis sur l'état d'avancement de ce plan. Tout d'abord, nous avons, comme chaque État l'a fait, en très étroite liaison avec la Commission, demandé à l'ensemble des secrétaires généraux pour les affaires régionales des préfectures de bien vouloir nous indiquer quelles étaient les actions, les enveloppes qui pouvaient être mobilisées en France au titre de ce premier axe de mobilisation des fonds structurels pour des projets susceptibles d'être mis en œuvre dans les meilleurs délais, pour qu'il puisse y avoir des investissements réels, concrets, en faveur de la croissance sans tarder. La première expertise de l'État nous montre que ce sont près de 2,5 milliards d'euros correspondant à un plancher et non à un plafond qui pourraient être d'ores et déjà mobilisés pour faire en sorte que nous puissions, dans les régions, accompagner des projets concrets en faveur de la transition énergétique, en faveur du développement des transports, en faveur de l'équipement numérique des territoires, en faveur de l'innovation, du transfert de technologies, dans les filières d'excellence de notre industrie.
Pour ce qui concerne la recapitalisation de la Banque européenne d'investissement, le conseil d'administration de la Banque européenne s'est réuni au mois de juillet dernier et les gouverneurs de la Banque européenne d'investissement se réuniront de nouveau à la fin de l'année 2012, au mois de décembre très précisément, pour libérer en une seule fois les 10 milliards d'euros de recapitalisation qui permettront de faire 60 milliards d'euros de prêts qui eux-mêmes enclencheront 120 milliards d'euros d'investissement, ce qui me donne d'ailleurs l'occasion de rappeler que ce n'est pas un plan à 120 milliards, que c'est un plan à 240 milliards qui représente 2% du PIB de l'Union européenne, mais qui représente près de 24 mois de budget de la Commission, puisque le budget de la Commission en cours de négociation pour la période 2014-2020 est de près de 1 000 milliards d'euros. Enfin, pour ce qui concerne les projets ou les obligations de projet, les Eurobonds, 100 milliards d'euros ont été mobilisés pour des projets en faveur du transport, 130 milliards d'euros seront mobilisés pour des projets en faveur de l'énergie, en faveur de l'équipement numérique du territoire. Ces montants en centaines de millions d'euros sont des moyens que nous mobilisons en garantie pour débloquer les obligations de projet à hauteur de 4,5 milliards d'euros. Et en liaison avec la BEI, la Commission, le Commissariat général aux investissements, nous sommes en train d'arrêter actuellement la liste des projets susceptibles d'être éligibles à l'ensemble de ces dispositifs. Nous prolongerons, il en sera question sans doute au Conseil européen de demain, cette ambition de croissance par d'autres initiatives, par la mobilisation d'autres instruments. Je pense notamment au budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020. En cours de négociation, nous n'avons pas la même approche de ce budget que le précédent gouvernement, puisque nous n'entendons pas imposer à ce budget les mêmes coupes que celles qu'envisageaient nos prédécesseurs, et nous souhaitons que la taxe sur les transactions financières soit l'occasion de doter ce budget de ressources propres pour que, par-delà la politique agricole commune à laquelle nous tenons, nous puissions, à travers les fonds de cohésion, le budget en faveur de la recherche, le financement des grands projets innovants de demain, je pense à ITER et à GMES, faire de la croissance durable en Europe. Et puis nous avons aussi, toujours pour prolonger l'ambition de croissance, mis sur le métier, la question a été traitée à l'occasion du Conseil Affaires Générales d'hier, la volonté qui est la nôtre de faire respecter les principes du juste échange au sein de l'Union européenne. Il n'y a aucune raison d'ouvrir les marchés de l'Union européenne à des industries provenant de pays qui n'ouvrent pas à nos propres industries leurs marchés. Nous souhaitons que cette question du juste échange, qui permettra d'avoir un développement du commerce international dans la protection d'un certain modèle de développement industriel en Europe, soit possible pour demain. Et par ailleurs, à l'instigation du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, une lettre a été signée par 7 ministres des Affaires industrielles d'Europe qui invite la Commission, qui a d'ailleurs fait une communication hier, à engager une nouvelle politique industrielle qui permettra pour nos filières d'excellence de favoriser les logiques d'innovation, les logiques de transfert de technologie, la formation des personnels, de manière à faire en sorte que la compétitivité de l'industrie européenne se fasse aussi par la montée en gamme de ces produits. Deuxième sujet que nous avions souhaité traiter au mois de juin et qui sera également à l'ordre du jour du Conseil européen de demain, c'est la remise en ordre de la finance. Vous savez que la décision a été prise à l'occasion du Conseil de juin de mettre en œuvre un véritable dispositif de supervision des banques placé sous l'égide de la Banque centrale européenne. Ce dispositif de supervision des banques européennes doit permettre la supervision par la Banque centrale de la totalité des banques de l'Union européenne afin d'éviter que les errements spéculatifs d'hier ne soient amenés à se reproduire pour demain. Il s'agit là d'un travail qu'il nous faut achever. La Commission européenne a rendu public le 12 septembre les dispositions à caractère législatif qui permettront à cette supervision bancaire d'être mise en œuvre effectivement dans les semaines qui viennent et nous l'espérons avant la fin de l'année. Il reste quelques calages à opérer pour faire en sorte que le calendrier soit respecté. Nous allons nous attacher à faire en sorte que le Conseil européen soit l'occasion de confirmer le calendrier et le dispositif de supervision de telle sorte à ce que les décisions prises par l'Union soient respectées dans leur calendrier.
Je voudrais également indiquer que la supervision bancaire est la première étape de l'union bancaire, c'est-à-dire que nous devrons poursuivre l'action que nous avons engagée à travers la mise en place d'un véritable dispositif de résolution des crises bancaires et des garanties des dépôts, qui dotera l'Union européenne d'un dispositif d'union bancaire efficace qui garantira la capacité des banques à financer durablement l'économie réelle davantage que la spéculation. Je voudrais toujours, dans le domaine de la régulation de la finance, évoquer l'adresse à la Commission d'un courrier signé par 11 États visant à mettre en œuvre en coopération renforcée la taxe sur les transactions financières. Nous souhaitons que cette taxe sur les transactions financières soit un instrument de régulation de la finance, mais qu'elle permette aussi demain d'engager des actions en faveur du développement ou d'apporter des ressources propres au budget de l'Union européenne pour que ce budget, durablement, puisse être un budget de croissance. Bien entendu, il reste encore beaucoup à faire pour que les décisions que nous avons prises et dont l'union bancaire, la supervision des banques était une première étape, se prolongent et se poursuivent. Vous savez que dès lors que la supervision bancaire a été mise en place, il était prévu que le mécanisme européen de stabilité puisse intervenir en recapitalisation directe des banques espagnoles, pour éviter que le gouvernement espagnol ne se trouve contraint de financer ces banques en devant affronter des taux d'intérêt extrêmement élevés sur les marchés financiers. Le mécanisme européen de stabilité doit pouvoir, dès lors que la supervision bancaire sera en œuvre, procéder à cette recapitalisation. Nous nous mobiliserons fortement pour que cela soit le cas, parce qu'une grande partie de la crédibilité des décisions de l'Union face au marché et face au peuple dépend de la capacité des institutions européennes à respecter scrupuleusement, rigoureusement, les calendriers que les institutions se sont fixés elles-mêmes sur les sujets les plus essentiels. Le mécanisme européen de stabilité a fait l'objet d'une approbation par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Son conseil d'administration s'est réuni, conseil des gouverneurs, le 8 octobre dernier, et désormais le dispositif est en œuvre et cette recapitalisation est possible. De la même manière, la possibilité d'intervenir sur le marché secondaire des dettes souveraines à travers la mobilisation du Fonds européen de stabilité financière a permis de faire baisser les taux d'intérêt et d'éviter pendant l'été des attaques spéculatives. Le 6 septembre, la Banque centrale européenne a décidé d'intervenir sans limite sur le marché à court terme des dettes souveraines pour éviter de nouveaux phénomènes spéculatifs. Cela aura permis de stabiliser la situation en Europe. Il nous faut aller plus loin encore dans ce dispositif de pare-feu en renforçant la solidarité. C'est le troisième sujet que je voulais évoquer. Cela renvoie à la suite, à la feuille de route préparée actuellement par Herman Van Rompuy et dont nous aurons à prendre connaissance d'un rapport d'étape demain à l'occasion du Conseil européen. Il nous faut réussir un équilibre entre trois éléments, trois objectifs. La convergence des politiques budgétaires, qui est la garantie que la monnaie unique tiendra dans le temps. Cette convergence des politiques budgétaires a été rendue possible par la mise en place des dispositifs résultant du six-pack, du two-pack demain et du TSCG, qui garantit qu'au sein de l'Union européenne, la convergence des politiques budgétaires sera rendue possible par l'effort que feront les États de maîtrise de leurs comptes. Mais la maîtrise des comptes, rendue possible par ces dispositifs, n'aura de sens que dès lors que cela permettra davantage de solidarité. Car le rétablissement des comptes sans croissance et sans solidarité est une étape sans issue, une sorte d'impasse pour les politiques de l'Union européenne. Il faut donc, dès lors qu'il y a la discipline budgétaire, qu'il y ait aussi la solidarité, qu'il y ait aussi la croissance. Et si davantage de solidarité justifie demain de davantage d'union politique, alors nous sommes prêts, bien entendu, nous l'avons déjà dit, à franchir un pas vers davantage d'intégration. Dans les documents qui nous ont été transmis, des éléments intéressants figurent, qui témoignent du fait que le combat que nous avons engagé pour la solidarité, pour la mutualisation, pour davantage de cohérence, de convergence entre les politiques des pays de l'Union européenne soit possible. Je pense notamment à la possibilité évoquée de mise en place d'un fonds particulier pour la zone euro qui permettrait d'alimenter des dispositifs de croissance sans préjudice d'ailleurs des moyens mobilisés par les États
pour accompagner les politiques de cohésion ou la politique agricole commune à 27. Ce projet d'un fonds spécial pour la zone euro est désormais évoqué comme une possible conclusion du Conseil européen de demain. Je pourrais également évoquer les émissions de dette à court terme qui constituent une étape vers les euro-obligations dont on nous disait que cela n'était pas envisageable et qui est bien profilée comme une hypothèse de travail permettant de conforter la solidarité. Budget de la zone euro, émission de dette commune et mutualisation possible demain de ces dettes dès lors que la discipline budgétaire est là. Autant de perspectives qui vont dans le sens de la réorientation que nous avons souhaitée, pour laquelle nous nous sommes mobilisés et que nous entendons poursuivre en profitant du Conseil européen de demain comme d'une opportunité nouvelle. Je voudrais également insister sur le fait que, et je conclurai par là, que ce que nous faisons pour essayer de faire en sorte que l'Europe approfondisse sa réorientation, qu'elle aille plus loin dans la solidarité, dans la croissance, que tout cela ne sera possible que dès lors que nous parvenons à articuler demain le pilotage de la zone euro en mettant en place pour la zone euro des dispositifs qui permettent une concertation accrue entre les pays qui la constituent. Je pense bien entendu à des sommets plus réguliers de la zone euro, au rôle spécifique donné au président de l'Eurogroupe pour assurer une meilleure coordination des décisions et des politiques. Mais il faut aussi que nous parvenions à faire en sorte que ce que nous faisons à 17 ne soit pas orthogonal par rapport à ce que nous faisons à 27 dans le cadre du marché unique pour faire en sorte qu'il y ait de la croissance pour tous les pays. C'est cette articulation qu'il nous faut trouver, que la feuille de route d'Herman Van Rompuy profile de façon intelligente et astucieuse, et c'est autour de ces orientations, dans le respect de nos partenaires, dans la volonté d'une relation équilibrée avec l'Allemagne, que nous abordons ce Conseil européen de demain, qui doit être à la fois un conseil de consolidation de la réorientation engagée au mois de juin sous l'impulsion du président de la République et une étape d'approfondissement de ce qui pourrait ou annonciatrice de ce qui pourrait se faire demain, à l'occasion notamment du Conseil européen de décembre, lorsqu'il s'agira, à travers la version définitive de la feuille de route d'Herman Van Rompuy, de définir les conditions dans lesquelles nous allons plus loin vers la croissance, vers la solidarité, vers la coordination des politiques économiques et monétaires, à travers une feuille de route qui nous engage durablement vers l'avenir. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bernard de Flessel pour le groupe EMP et 10 minutes. Bon, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Messieurs les ministres, pardon, Monsieur le Ministre chargé des Affaires avec le Parlement, Monsieur le Ministre, vous comprendrez qu'on ne partage pas votre vision angélique de l'action de votre gouvernement. Mais, mes chers collègues, pour la troisième fois en moins de 15 jours, nous nous retrouvons pour débattre des questions européennes. Il faut reconnaître que le sujet européen est au cœur de nos préoccupations depuis déjà de très longs mois. D'abord, il y a eu la campagne électorale, pendant laquelle vous nous avez expliqué, mes chers collègues, à longueur de discours, qu'il fallait mettre fin à l'ère Merkozy. Heureusement qu'il était solide, ce couple, car au paroxysme de la crise, lorsque beaucoup avaient perdu leurs repères, il faisait face. Vous nous avez ensuite dit, gonflant vos muscles, que vous alliez renégocier le traité, qu'ils avaient mis des mois à négocier et à signer. On allait voir ce que l'on allait voir, mais on n'a rien vu, mes chers collègues. Pour reprendre une phrase bien connue, vous sautiez sur vos chaises comme des cabris en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe », mais au final, vous vous êtes déchirés sur le traité constitutionnel. Après 6 mois de présidence Hollande, mes chers collègues, à la veille de ce nouveau sommet européen, où en sommes-nous? Le groupe majoritaire est divisé. Vous en avez fait l'éclatante démonstration il y a peu. La majorité est divisée. Peut-on d'ailleurs parler de majorité lorsqu'on voit l'attitude des Verts et du front de gauche? Vous connaissez la fameuse formule de Voltaire, « Gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en occupe ». Le vote sur la ratification du traité de la semaine dernière en témoigne.
Reconnaissant cela à nos collègues de la majorité qui ont voté contre la ratification, ils ont bien eu conscience de l'imposture. Pas une virgule du traité n'a été modifiée. Et ce ne fut pas la seule imposture. Le pacte pour la croissance et l'emploi, dont vous venez de faire allusion, Monsieur le ministre, que vous nous survendez depuis des mois, et encore aujourd'hui même, à l'instant, pour tenter de masquer vos renoncements, ne fait que reprendre et compléter des projets, des programmes déjà existants. C'est en fait un simple codicille sans grande portée. Les 120 milliards promis ne sont qu'un banal recyclage de crédits, quelques crédits d'ailleurs émanant du Fonds structurel européen. Tout au plus, ce codicille a permis de mettre un peu d'ordre dans de nombreux méandres européens. Mais si vous voulez vous gargariser, mes chers collègues, d'une réorientation de la politique européenne, comme je viens de l'entendre, vaste programme d'ailleurs, dirait un célèbre homme d'État, faites-le, libre à vous. Mais personne n'est dupe. Enfin, vous n'avez eu de cesse depuis 6 mois d'affaiblir le couple franco-allemand, dont tous s'accordent à dire qu'il est le moteur de l'Union. Les échanges aigre-doux que vous avez eus hier, Monsieur le ministre, avec votre homologue allemand, Michael Link, au sujet des euro-obligations et de la supervision bancaire de la zone euro montrent une fois de plus que le fossé se creuse dangereusement entre nos deux pays. Vous vouliez vous débarrasser du couple Merkozy, mais ne vous en déplaise, Angela Merkel est toujours là. Et il faudra composer avec elle. Vous ne pouvez pas, Monsieur le ministre, paralyser l'Union parce que la couleur politique de vos partenaires vous déplaît. C'est le contraire de tout ce que les prédécesseurs de François Hollande ont accompli. Enfin, pour compléter ce bien pauvre bilan, nous avons assisté la semaine dernière, en direct, à l'échec d'un vrai projet en matière de défense européenne. La fusion EADS-BAE. Monsieur le ministre, vous qui avez siégé à la Commission de la Défense, vous savez de quoi je parle. C'était un projet, ce projet de fusion, un projet de souveraineté, de politique industrielle, un projet européen qui faisait sens. Lors de l'annonce de celui-ci par les deux groupes, nous avions eu droit à un communiqué laconique, prenant acte et annonçant que le gouvernement se prononcerait le moment venu. Ce moment n'est apparemment jamais venu, et cet échec du projet symbolise votre manière d'agir, ou plutôt de ne pas agir, aucune initiative, un flou permanent et une absence de prise de décision. Mais aujourd'hui, vous persévérez. Vous persévérez à envoyer de bien mauvais signaux. Tout d'abord, lors du débat, mes chers collègues, du 2 octobre dernier, sur les nouvelles perspectives européennes, débat qui nous a tous, les uns et les autres, laissé clairement sur notre faim. Nous y avons vu qu'un Premier ministre pressé d'en finir avec la ratification d'un traité maintes fois dénoncé par vos amis pendant la campagne électorale. Et nous attendons toujours les nouvelles perspectives. Monsieur le ministre, où sont les réponses de notre pays? Où sont les réponses de notre pays aux propositions du groupe sur le futur de l'Europe créé au début du printemps par le ministre des Affaires étrangères allemand? Quelle est notre position sur la démocratisation générale du système européen, sur l'élection du président de la Commission au suffrage universel, sur la création d'une véritable armée européenne? Pendant que vous appeliez un à un vos députés récalcitrants, frondeurs, à rentrer dans le rang, nos partenaires, eux, réfléchissaient et proposaient. Par ailleurs, je doute qu'ils apprécient en ces moments difficiles pour tous. Vous m'excuserez, Monsieur le Président, mais vos déclarations, Monsieur le Président de l'Assemblée, sur le respect, je le cite, absurde de ramener le déficit à 3%. Chers collègues, quelle cacophonie gouvernementale, quel signal envoyé à nos partenaires européens la veille d'un sommet aussi délicat que nous le savons. Heureusement que le ministre du Budget, tout récemment, notre collègue Cahuzac, sans doute plus conscient des effets désastreux de telles déclarations, s'est évertué à nous expliquer ce que le président de l'Assemblée voulait vraiment dire. Enfin, ultime mauvais signal porté par le gouvernement, le décrochage manifeste de notre pays, décrochage économique, décrochage de la croissance et décrochage de notre compétitivité. Le budget, mes chers collègues, que nous avons commencé à examiner hier en témoigne. Alors que tous nos partenaires européens s'imposent des efforts de redressement et procèdent à des réformes structurelles, la France prend des décisions altérant la compétitivité de nos entreprises,
tout en ne diminuant pas suffisamment la dépense publique et en matraquant fiscalement les Françaises et les Français de toutes conditions. Après le choc de compétitivité promis, espéré, attendu, on évoque aujourd'hui une trajectoire de compétitivité. Quelle litote, mes chers collègues! Espérons juste que cette fameuse trajectoire ne soit pas synonyme de décrochage de notre compétitivité, à l'instar de la courbe de vos sondages. Seul rayon de soleil dans cette actualité, mais vous n'y êtes pour rien. Le comité Nobel a décidé, de manière très symbolique, de récompenser la vision, l'action et le travail de tous les promoteurs de la construction européenne. Prenons ensemble cette distinction pour ce qu'elle est, la célébration d'une formidable inspiration née sur un champ de ruines, un modèle de dialogue et de politique pacifique imparfait, certes, mais un modèle tout de même. Ne boudons pas notre plaisir, mes chers collègues, tels des enfants gâtés. Oui, l'Europe a dit des choses. Oui, l'Europe dit encore des choses. Oui, l'Europe aura encore à dire des choses sur l'incroyable volonté commune de construire un avenir commun. Ce prix nous engage. Nous le savons tous, notre continent traverse des difficultés majeures. Paradoxalement, elles nous ont permis de réaliser qu'il nous est impossible d'y répondre seul. Monsieur le ministre, mes chers collègues, demain et vendredi se tiendra un nouveau Conseil européen. L'ordre du jour y est et sera quasiment exclusivement économique, puisqu'ils seront évoqués, outre la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l'emploi, le cadre financier intégré avec la mise en place d'un mécanisme de surveillance unique et la recapitalisation directe des banques. Les conclusions du sommet devraient de nouveau insister sur la nécessaire légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes dans un cadre budgétaire intégré. Nous serons appelés à adopter le paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire, le Tupac comme on l'appelle, d'ici la fin de l'année. Le groupe UMP se réjouit de savoir que le président de la République se rendra à ce sommet avec l'acquis de la ratification par la France du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de la zone euro. Et nous nous félicitons d'avoir, dans notre immense majorité, adopté ce traité que le président Nicolas Sarkozy a longuement négocié et signé. C'est en effet, mais oui, mes chers collègues, c'est en effet une excellente nouvelle pour nos partenaires européens qui voyaient avec une inquiétude certaine. Nos collègues, d'ailleurs, CDU du Bundestag, nous l'ont dit la semaine dernière et nous ont rappelé finalement les débats et les tergiversations de la nouvelle majorité sur ce sujet. L'essentiel est maintenant fait et c'était l'étape primordiale qu'il fallait franchir. Vous aurez à appliquer, à mettre en œuvre le travail que nous avions au préalable réalisé. Mais la France a-t-elle encore une voix qui porte en Europe? Y a-t-il un cap? Y a-t-il une vision? Y a-t-il un souffle que vous puissiez insuffler à nos compatriotes? Nicolas Sarkozy n'est plus là pour servir de bouc émissaire. Vous êtes maintenant, Monsieur le ministre, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, en face de vos responsabilités, responsabilités imminentes, responsabilités de faire. Nos partenaires ne nous attendent, mes chers collègues, je conclus. Merci, Monsieur le Président. Allez. Nos partenaires ne nous attendront pas pour avancer. Qu'avons-nous à leur dire? Qu'avez-vous, Monsieur le Ministre, messieurs de la députée de la majorité, à leur dire? Là est la seule question qui vaille. Merci, Monsieur De Flessel. Pour le groupe socialiste, la parole est à Gilles Savary. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires européennes, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, Mesdames les présidents de la Commission des Affaires étrangères et de la Commission des Affaires européennes, mes chers collègues, d'abord, je voudrais, avant de vous présenter la position de notre groupe, m'associer à l'hommage qui a été rendu au prix Nobel attribué à l'Union européenne. On a tous des sensibilités. Mais vous n'avez pas l'exclusivité de l'Union. Quand elle s'est créée, le général de Gaulle y était hostile. Souvenez-vous. Voilà. Et donc, je voulais dire qu'on peut avoir des sensibilités différentes. Eh oui, ça vous dérange. Je voulais dire qu'on peut avoir des sensibilités différentes.
Mais que ce qui est évident, c'est que l'Union européenne est une merveilleuse réussite politique en faveur de la paix. Ma génération est sans doute la première depuis le fond des âges qui n'a jamais connu la guerre sur le continent. Et c'est un prix Nobel qui est bienvenu, je le pense, au nom de tous les Européens. Je voudrais maintenant vous dire que c'est une aventure singulière pour quelqu'un qui a siégé 10 ans au Parlement européen de se retrouver dans cette tribune. Notre collègue précédent a envie qu'on échoue. Il a envie de montrer qu'il n'est pas d'accord avec la France, qui est aujourd'hui incarnée par un gouvernement autre que le sien, quand régulièrement, nous, au Parlement européen, nous avions l'habitude d'unir nos forces pour faire en sorte que l'intérêt national soit préservé et que nous puissions amener nos gouvernements dans les meilleures dispositions possibles dans les discussions difficiles du Conseil. Et oui, mon cher collègue, j'ai été surpris par le manichéisme de votre intervention et je reprendrai un certain nombre de choses point par point. Je voudrais simplement vous dire que oui, que vous l'ayez pas vu ou non, bien des choses ont bougé depuis le mois de juin dernier. D'abord, en effet, nous avons obtenu 120 milliards d'euros avec un effet de levier sur des financements considérables qui sont toujours plus que ce que vous n'aviez pas obtenu. En second lieu, oui, nous avons, on retrouve son calme. Oui, nous avons introduit du pluralisme par rapport à la hiérarchie qui régnait au sein du Conseil. Et si ça vous a échappé, mes chers collègues, M. Monti, qui n'est pas spécialement socialiste, a très vite rallié M. Hollande. M. Rajoy, la semaine dernière, a expliqué pourquoi il était derrière le président français. Et même, deuil, pour ce qui vous concerne, Madame Lagarde nous a envoyé un message, Madame Lagarde de Tokyo, pour expliquer qu'en effet, il fallait que l'on pousse aujourd'hui absolument la croissance du continent européen. Absolument du continent européen. Jusqu'à présent, quelles étaient les initiatives? Monsieur Accoyer, je vous en prie, vous n'avez pas le privilège de la vocifération. Je voulais vous dire que, s'il vous plaît, nous abordons un conseil. Non, mais s'il vous plaît, nous abordons juste une minute. S'il vous plaît, mes chers collègues, nous avons commencé un débat dans de bonnes conditions. Extrêmement on va le poursuivre. important. D'abord parce qu'il s'agit de mettre en œuvre. D'abord parce qu'il s'agit. Ça va. D'abord parce qu'il s'agit de mettre en œuvre. S'il vous plaît. Mes chers collègues, il s'agit de mettre en œuvre le pacte de croissance et d'emploi. Sur cette mise en œuvre du pacte de croissance et d'emploi, le groupe socialiste souhaite que les collectivités territoriales soient le plus possible, comme ça a été suggéré par M. Cazeneuve, associées à la mise en place de la recapitalisation de la BUI, très mal utilisée souvent par les collectivités territoriales, et surtout que nous soyons associés, ne vous inquiétez pas, que nous soyons associés le plus possible à la mise en place du redéploiement du FEDER et du FSE, c'est-à-dire de ces 55 milliards. Nous souhaitons que les project bonds soient utilisés pour le financement des projets du schéma national des infrastructures terrestres que nous ne sommes pas aujourd'hui capables de financer alors qu'elles sont à un niveau de 260 milliards d'euros et que donc nous avons le souhait que ces project bonds soient mobilisés le plus possible sur ces projets importants pour lesquels nous trouvons des financements. Deuxièmement, nous aurons examiné les conclusions préliminaires du rapport Van Rompuy. Les conclusions préliminaires du rapport Van Rompuy, c'est aujourd'hui d'ajouter aux efforts de la Banque centrale et à la mise en place du mécanisme européen de stabilité pour essayer de mutualiser les dettes, c'est d'ajouter ce qui pourrait être l'esquisse d'un budget de la zone euro. Nous n'y sommes pas a priori hostiles, mais ce budget de la zone euro pose un certain nombre de problèmes qu'il convient aujourd'hui de traiter avec beaucoup de discernement et de prudence avant que les conclusions définitives ne soient exprimées. Le premier problème, c'est comment il s'articule avec le budget de l'Union. Et nous ne voudrions pas que cette proposition de budget de la zone euro soit l'occasion pour un certain nombre de dirigeants d'expliquer que les perspectives financières doivent être moindres ou moins ambitieuses. C'est notre souci, car nous avons effectivement à soutenir le budget de l'Union pour soutenir les politiques structurelles, à commencer par la PAC, la politique industrielle. Nous avons aussi
comme objection la question de savoir quel sera le contrôle démocratique de ce budget de la zone euro. Un budget supplémentaire par rapport à un budget qui existe, contrôlé par qui? Bref, ce sont des interpellations qui, aujourd'hui, ne nous permettent pas d'avoir une appréciation définitive sur ce sujet. Autre proposition du rapport Van Rompuy, la mise en place de contrats de réforme structurelle avec chaque État membre, ce qui, d'une certaine façon, revient à pointer les limites du semestre européen et des procédures existantes. Là non plus, nous n'y sommes pas hostiles, mais nous en mesurons quand même les limites avec ce qui se passe en Grèce, où finalement, effectivement, la Grèce a des difficultés à mettre en place les contreparties de politique structurelle que l'on lui demande. Par contre, nous souhaitons que l'union bancaire soit finalisée le plus rapidement possible. Vous savez qu'un État membre s'y oppose, et non des moindres, c'est-à-dire l'Allemagne. Nous espérons que les uns et les autres, nous mettrons toute notre influence à la convaincre de finaliser cette union bancaire qui est extrêmement importante. Mais pour nous, ce qui est très important, c'est finalement de faire écho à ce que nous a dit le FMI. C'est de faire en sorte que l'Europe ne sombre pas dans la récession, qui serait un motif supplémentaire de rejet par les peuples et qui serait surtout probablement un motif de grands désordres sociaux et politiques. À cet égard, nous souhaitons que toutes les souplesses permises par les traités sur la surveillance budgétaire soient mises en œuvre avant que la ligne rouge de la récession ne soit franchie. Il est très important de ne pas être dogmatique en matière de surveillance et d'assainissement budgétaire, même si c'est très important pour nous désaliéner de la finance. Aujourd'hui, tout endettement supplémentaire, c'est un pouvoir de plus de la finance sur nos budgets publics. Il est donc très important de faire cet effort, mais cet effort doit être équilibré, de façon à ce que, si nous en avons besoin, comme c'était jadis pour le pacte de stabilité, nous puissions effectivement soutenir la croissance. Et puis surtout, nous considérons que nous devons encourager notre président à demander à ce que les perspectives financières soient ambitieuses, que le mécanisme européen d'interconnexion, qui doit faire passer le budget des grands réseaux de transport de 8 milliards à 31 milliards, soit absolument soutenu par la France, que nous puissions mettre en place de nouvelles ressources propres, en particulier que la taxe sur les transactions financières que nous réclamons depuis 20 ans, souvent d'ailleurs sous les sarcasmes, mais qui, enfin, aujourd'hui est susceptible d'être mise en œuvre puisque 11 États membres y sont favorables, il n'en fallait que 9, que cette taxe soit pour tout ou partie budgétisée dans le budget de l'Union, que nous mettions en place les euro-obligations qui sont souhaitées par le président français et qui seraient un outil considérable puisque aujourd'hui l'Union européenne n'est pas endettée, pour pouvoir créer un choc de relance et pour pouvoir mettre en place une politique de relance telle qu'elle est préconisée par l'ensemble des économistes, mais aussi, je vous l'ai dit, par Madame Lagarde du FMI ou la Banque mondiale qui nous ont envoyé ce message de Tokyo, où de Tokyo, on voit bien que c'est la zone euro qui s'enfonce et qui est en difficulté. Mes chers collègues, nous n'avons pas le sentiment que nous sommes sortis d'affaires, La crise grecque est encore là. S'il vous plaît. La crise grecque est encore là. La relance n'est pas suffisante pour la soutenir. Nous avons donc absolument besoin de convaincre. Nous avons convaincu M. Monti, oui monsieur, nous avons convaincu M. Rajoy, qui est aujourd'hui derrière la France. Nous avons effectivement un certain nombre d'États membres auxquels vous vous recommandez en permanence, qui aujourd'hui considèrent qu'il ne doit y avoir que de l'austérité à offrir aux Européens, alors que tout le monde voit bien que l'austérité risque de nous enfoncer dans une crise qui serait autodestructrice de l'Union elle-même. Donc il est très important que vous nous aidiez à les convaincre, puisque vous nous avez dit votre amitié avec eux particulière, et donc il est très important que l'Europe, à côté de la mise en place d'une politique d'assainissement budgétaire, mette en place une politique de relance. Mes chers collègues, je voudrais aussi avoir un mot pour ce qui nous menace, et pour conclure, c'est non seulement la récession, si nous n'y prenons garde, mais c'est aussi le rejet des peuples. Il est donc très important que les politiques de l'Union préservent, si possible, le plus possible, ce qui, dans le budget européen, aujourd'hui, concerne très directement les peuples, c'est-à-dire les fonds structurels, qui doivent absolument continuer à profiter à nos régions, nos communes, nos départements. Vous savez que ce n'était pas l'orientation précédente. L'orientation précédente, c'était que la PAC. Non, c'est la PAC et les fonds structurels
Il est très important que le FEDER et le FSE continuent à irriguer nos circonscriptions. Il est très important que nous gardions Erasmus, les programmes pour la jeunesse, les programmes, je finis, les programmes pour effectivement les banques alimentaires. Et il est très important que nous ouvrions très vite une grande réflexion sur la démocratisation de l'Union. Voilà, mes chers collègues, quelle est la position du groupe SRC. Et le suivant, mon cher collègue, va bientôt vous éclairer de ses lumières. Merci, Monsieur Savary. La parole est à Monsieur Henri Plagnol pour le groupe UDI pour 5 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, le Président de la République a tout récemment confié un pronostic hasardeux en disant que nous étions tout près, je cite, de sortir de la crise de la zone euro. Nous souhaitons tous, au-delà de nos divergences, que le Président de la République ait raison. Mais à la veille d'un Conseil européen crucial, force est de constater que pour le moment, la crise est là, qu'elle s'aggrave, que les Français en souffrent et que beaucoup de peuples européens en souffrent encore davantage. Donc le devoir de la France, Monsieur le Ministre, c'est d'arriver à la table du Conseil avec une parole claire et une feuille de route forte. Pour cela, d'abord, il faut mettre en œuvre sans tarder ce qui a déjà été décidé. Union bancaire, union économique et un véritable gouvernement de la zone euro. C'est cela l'urgence. Maintenant que vous avez enfin ratifié le traité, cessez de vous adresser à votre majorité, dont une partie, nous le savons, est hostile à l'Europe. Et tenez un discours franc à vos partenaires. La première condition, c'est que la France cesse d'avoir une trajectoire nationale divergente de celle de tous les autres pays de la zone euro. Qu'est-ce que font les autres gouvernements, confrontés aux mêmes nécessités parfois encore plus dures? Ils mettent en œuvre des réformes de compétitivité qui créent de vrais leviers de croissance à terme. Ils ne se contentent pas de matraquer à coups d'impôts pour colmater les brèches. Si vous voulez aller vers une harmonisation fiscale et sociale, c'est cela le chemin courageux qu'il faut prendre, il n'y en a pas d'autre. La deuxième condition, c'est d'arriver avec des propositions communes avec l'Allemagne. C'est la règle d'or de tous les conseils européens. Il est temps de vous inscrire dans la continuité de cette histoire extraordinaire qui veut que ce soit le couple franco-allemand qui soit l'élément moteur. Arrêtons les petits jeux, les positions nini de synthèse qui déconcertent nos partenaires et en tout premier lieu l'Allemagne. La troisième condition, et je m'arrêterai là, et je voudrais y insister parce que c'est ce qui fonde l'Union des démocrates et des indépendants, c'est de ne plus être à l'arrière-garde de l'Union, mais à l'avant-garde. La France doit être la locomotive. La France, fidèle à sa vocation historique, doit répondre banco à ceux de nos partenaires nombreux qui sont prêts à aller enfin vers une union fédérale. La réponse à la crise, si vraiment le Président de la République veut qu'on en sorte vite, et je n'ai aucun doute sur notre sincérité à tous dans ce domaine, eh bien la seule méthode, c'est plus d'Europe et vite. C'est d'aller enfin vers une Europe qui ait les leviers budgétaires, qui ait les leviers politiques, avec une co-souveraineté. Et c'est comme cela que nous serons à la hauteur de la décision du jury du prix Nobel, qui a voulu montrer au monde entier que l'Europe était une entreprise unique, où des États tournent le dos à la guerre et vont vers un partage de souveraineté exemplaire sur le plan de la démocratie. Car je rappelle qu'à la table du Conseil, il n'y a que des chefs d'État élus, responsables devant des parlements élus. Cette leçon pour le monde entier
La France, dont encore une fois, c'est la vocation, et je le dis avec émotion, la France doit continuer d'éclairer l'histoire de l'Europe, par les vrais, par les forts, par les Européens. Merci, Monsieur Plagnol. La parole est maintenant à Madame Barbara Pompili pour 5 minutes, pour le groupe Écolo. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames les présidentes de la Commission des affaires étrangères et de la Commission des affaires européennes, mes chers collègues, que ce Conseil européen ne se présente pas comme une énième réunion de la dernière chance, c'est en soi un bon signe. Cela signifie que les décisions prises en juin dernier, sous l'impulsion française notamment, ont permis de faire sortir l'Union européenne de la logique de fonctionnement par à-coups et de revenir à une gestion plus cohérente des affaires européennes. Cette gestion, nous formulons le vœu qu'elle devienne régulière, comme le préconise le Président de la République, et que l'on sorte enfin de cette succession de rendez-vous formels qui enchaînent trop souvent les déceptions pour entrer dans un pilotage au long cours de l'Europe. Ce sommet sera-t-il l'un des derniers du genre? Nous l'espérons. Pour autant, ce sommet ne sera pas sans enjeu. Il y a d'abord l'enjeu de ce rapport du président Van Rompuy, qui comporte quelques opportunités à saisir, mais beaucoup d'hypothèques à lever. Nous ne nous faisons pas d'illusions excessives sur cet exercice de style incomplet, qui ne constitue qu'une base de travail, dont la conclusion ne sera pas écrite demain et après-demain. Plutôt que sur cet enjeu apparent, c'est sur les autres enjeux de ce sommet que je souhaite, au nom des écologistes, vous dire quelques mots. Disons-le tout net, au cours des dernières semaines, le climat a changé. Aux avancées techniques obtenues en juin s'ajoute désormais une conscience de plus en plus répandue du danger que ferait connaître à nos économies et aux comptes publics, c'est un comble, la tentation de l'austérité généralisée. Que Madame Lagarde, qui n'est pas réputée pour ses convictions keynésiennes, reconnaisse elle-même cette impasse est le signe d'une prise de conscience. Si la rigueur est un impératif que nous devons collectivement assumer, l'austérité est sans avenir et l'Europe doit en tirer les conséquences. Cela suppose, en premier lieu, que les avancées arrachées en juin dernier soient confortées pour les unes et mises en œuvre pour les autres. L'engagement selon lequel les conditions d'une mise en œuvre des aides européennes n'iraient pas au-delà des recommandations déjà émises par la Commission européenne doit être rappelé. La situation espagnole demeure critique, tout le monde en convient, et les réticences ibériques à déclencher l'aide européenne demeurent fortes. Ces réticences retardent la sortie de crise de l'Espagne, paralysent son économie et ont des conséquences sur nous tous. Elles sont certes le fruit d'un choix politique national, qui est d'ordre idéologique. Mais ce choix politique ne vient pas de nulle part. Il puise sa justification dans une crainte qu'il faut entendre et à laquelle il faut répondre. Pardon ? Ne vous laissez pas interrompre. La crainte, je disais, de voir assorti le déclenchement du mécanisme d'aide de conditions insupportables pour une société déjà extrêmement éprouvée par la crise et pour une économie que l'austérité a plongée dans la récession. Les décisions annoncées en juin avaient commencé à desserrer cet étau. Le sommet de demain doit dissiper définitivement cette menace du garrot budgétaire. Rappeler les avancées de juin sera donc essentiel, mais pas suffisant. Il faut donner des signes. Il faut rappeler un cap. De ce point de vue, rappelons que l'octroi d'un délai supplémentaire à la Grèce ne doit pas être vu comme une faiblesse, mais bien comme un acte de retour à un réalisme économique salvateur. Sans doute cette question de la Grèce ne sera-t-elle pas réglée demain et après-demain, mais les décisions de novembre se préparent aujourd'hui. Et rien ne serait pire que de donner le sentiment d'ajouter, par des déclarations intempestives, des conditions aux conditions. Chacun sait que l'Allemagne entre en année électorale et que ces périodes ne sont pas les plus propices aux avancées et à la construction de solutions durables. Raison de plus pour ne pas entrer dans des discussions qui ne seraient que des leurres et pour se concentrer sur la mise en œuvre effective de décisions annoncées. Je veux bien entendu parler de la question de la supervision bancaire, avancée majeure de juin qui semble aujourd'hui marquer le pas. S'il est une attente que nous pouvons formuler avant ce Conseil, c'est bien celle-là. Celle de voir préparer, sans tergiverser plus longtemps, un accord sur la supervision bancaire qui aboutisse avant la fin de l'année. Les conditions d'une adoption rapide de la législation au début 2013
doivent être réunis afin que la BCE devienne réellement le superviseur des banques européennes. Lors du débat sur la déclaration générale du Premier ministre, il y a 15 jours, je vous avais indiqué clairement la manière dont, sur ces questions européennes, les écologistes entendaient se positionner. Nous aspirons à un autre fonctionnement de l'Europe et à un vrai saut fédéral démocratique. Mais nous savons que nous n'en sommes pas là, et dans la configuration actuelle du fonctionnement de l'Union, aux grandes déclarations, nous préférons les pas en avant, aux incantations, les résultats concrets. C'est donc essentiellement sur ces deux questions, du rappel des conditions de déclenchement des plans d'aide et de la supervision bancaire, que nous formons notre soutien à l'action de la France et que nous jugerons de l'utilité ou non de ce Conseil européen. Merci Madame Pompili. Pour le groupe RRDP, la parole est maintenant à Monsieur Thierry Braillard pour 5 minutes. Ça va ? Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, le Président de la République, François Hollande, doit se rendre au Conseil européen, demain et après-demain, avec détermination et ambition pour l'avenir de l'Europe. La détermination qu'on lui connaît doit également prendre sa source dans la récente ratification par le Parlement du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. La France était attendue par ses partenaires européens. La France n'a pas déçu. Le vote à l'Assemblée nationale comme au Sénat a été clair et sans équivoque. Ce vote a démontré comment nous voulions pas plus d'Europe, mais mieux d'Europe. Mieux d'Europe avec un horizon, avec un idéal fédéral et des compétences nationales transférées vers l'Union. Je pense bien sûr à la diplomatie et à la politique étrangère, et nous saluons le prix Nobel de la paix attribué à l'Union européenne. Je pense à une défense commune, à une politique environnementale commune, à une coopération décentralisée qui serait mutualisée, à la création de grands services publics européens. Je pense surtout, car c'est l'objet même du débat actuel, à une politique économique et financière commune, mais qui ne peut se construire sans un traité social, l'instauration de minima sociaux européens pour une Europe qui doit être en fait plus solidaire et plus démocratique. Certes, la construction européenne avance pas, à petits pas, mais elle avance, avec le TSCG et son codicile, et c'est bien là l'essentiel. Le vote du traité a également prouvé au Président de la République qu'une majorité de gauche s'est dégagée dans cette Assemblée. Et il me semble, mais je sais que le Premier ministre et vous-même, Monsieur le ministre, vous l'avez remarqué, que le vote positif des députés radicaux de gauche a été important. Je dirais même qu'il a été plus qu'important, il a été déterminant et décisif. Le vote du traité a montré enfin qu'au-delà d'un texte qui en lui-même comportait des imperfections, il y avait une réorientation politique forte, tendant, au-delà de la nécessaire discipline budgétaire, à une relance économique au travers du pacte de croissance qui en est l'expression. Il y a une prise de conscience pour changer les méthodes d'action. La sortie volontaire de la Banque centrale européenne d'une neutralité à effet mortifère en est également l'expression. Il est le choix opportun effectué par le président Draghi, annonçant notamment le rachat de titres de dette d'État de la zone euro sans fixer de limite quantitative, couplé au préalable du mécanisme européen de stabilité installé officiellement depuis 9 jours, montre bien qu'une autre voie est possible. Sur ce point encore, il est temps que l'Europe se donne enfin la possibilité d'intervenir sur les marchés financiers au même titre que la Réserve fédérale américaine ou la Banque de Chine. La détermination du président de la République doit également être lisible dans les relations communes et à l'égard des autres chefs d'État ou responsables gouvernementaux européens. Le rapport avec l'Allemagne, qui reste le socle de la construction européenne, doit être un rapport respectueux et équilibré, un rapport qui concilie la discipline et la solidarité, un rapport plus synalagmatique, comme diraient les civilistes, fait d'obligations réciproques, évitant l'égoïsme et le repli sur soi. Là encore, l'action de François Hollande est visible et la confiance que nous portons à son action ainsi qu'à celle du gouvernement nous amène à n'avoir aucun doute sur la détermination dont il fera preuve en cette fin de semaine, ainsi que vous, Monsieur le Ministre. Et tout comme les élus du groupe radical républicain, démocrate et progressiste sont confiants sur la mise en place de la nouvelle architecture institutionnelle de la zone euro pour garantir sa stabilité financière.
C'est d'ailleurs le principal objet de ce Conseil européen. Et comme je le disais en introduction de mon propos, il faut de la détermination, mais également de l'ambition. Une double ambition. Répondre au présent de l'Europe économique et financière et préparer l'avenir de l'Europe sociale. Dès demain, il faudra maintenir l'objectif de la mise en œuvre d'une véritable union économique et monétaire avec une feuille de route précise et des actions respectées jusqu'à l'autre sommet européen prévu les 13 et 14 décembre. De cette feuille de route qui commencera à être discutée, des avancées doivent permettre la création d'un cadre financier intégré avec une autorité de surveillance, la création d'une autorité de résolution commune dotée d'un mécanisme de soutien approprié, l'harmonisation des systèmes nationaux de garantie des dépôts avec des normes communes. Et on sait que tout ça n'est pas simple à obtenir puisque cela reste à ce stade des compétences nationales. Mais il faut enclencher aussi une mise en place graduelle de cette union bancaire et c'est un objectif alloué à ce Conseil européen. Pour conclure, ne nous doutons pas de la détermination et des ambitions qui sont les vôtres. Et comme le rappelait récemment Antonio Vitorino, président de Notre Europe Institut Jacques Delors, au-delà des urgences de court terme, il faut surtout prolonger le rêve des pères fondateurs de l'Europe en affirmant plus clairement que pour l'Europe dans la mondialisation, seule l'union fait la force. Merci. Merci, Monsieur Thierry Braillard. Pour le groupe GDR, la parole est maintenant à Monsieur François Asensi pour 5 minutes. Monsieur le ministre, chers collègues, je vais commencer mon propos par un événement qui s'est passé il y a 51 ans. Une petite digression sur l'ordre du jour, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur la question européenne. Il y a 51 ans, le 17 octobre 1961, une répression brutale s'abattait dans les rues de Paris. Une violence inouïe frappait des dizaines de milliers de manifestants algériens pacifiques parce qu'ils protestaient contre un couvre-feu qui était injuste. Sur les ordres du sinistre Papon, 11 000 personnes furent arrêtées par la police française, enfermées, torturées. Il y eut même des militants qui furent achevés dans la cour de la préfecture de police. Combien de victimes, on ne le sait pas. On sait que les chiffres officiels, évidemment, ont menti pendant des dizaines d'années. Je voudrais ici dire combien il est temps que la France reconnaisse officiellement ce massacre. Il est temps d'adresser ce geste de concorde au peuple algérien, ce peuple ami. Nous déposons aujourd'hui une résolution pour que le Parlement français procède à cette reconnaissance. Nous attendons du gouvernement de gauche un acte fort dans ce sens. Peut-être, Monsieur le ministre, aurez-vous un commentaire à faire tout à l'heure sur mes propos. Alors, je disais que je ne m'éloigne pas du sujet parce que je crois que tout acte de justice nous rapproche de l'Europe et parce que tout acte de justice est consubstantiel de la construction européenne. Celle-ci avance comme un navire à la dérive, à marche forcée. L'Union européenne poursuit sa course folle vers l'austérité sans voir que cette austérité nous mène droit à la récession, à un chômage encore plus massif, à une aggravation de la pauvreté sans précédent depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le prochain Conseil européen consacré à la mise en œuvre du famélique plan Pacte de croissance et au projet d'approfondissement de l'Union économique et monétaire accentuera encore la soumission de l'Europe aux diktats de la finance. Une réalité s'impose. La France est en échec pour promouvoir sa orientation. Comment interpréter autrement le ralliement de votre gouvernement, messieurs les ministres, au traité TSCG rédigé par M. Sarkozy, Mme Merkel et les libéraux européens? L'Europe économique va droit dans le mur. Le prochain Conseil européen doit tirer le bilan, enfin, de l'échec des politiques d'austérité. Après 9 plans d'austérité en Grèce et des sacrifices considérables imposés par la Troïka aux jeunes retraités, aux fonctionnaires, l'endettement dans ce pays ne fait qu'augmenter. En France, l'objectif de réduction de 3%, qualifié d'intenable par de nombreux membres de votre majorité, pourrait provoquer un chômage de 300 000 personnes supplémentaires, c'est-à-dire 3 fois plus que les contrats d'avenir. L'Europe a besoin d'investissements pour relancer la politique industrielle, l'emploi, le progrès social. En gravant dans le marbre l'austérité, le traité budgétaire européen l'interdit. Annexé à ce corset budgétaire, le pacte de croissance européen est une goutte d'eau. Que représentent les 15 milliards de project bonds et de recapitalisation de la BEI face aux 240 milliards de réduction
de dépenses publiques imposées par les mesures d'austérité partout en Europe. Le premier objectif inscrit dans ce pacte de croissance est l'assainissement budgétaire, la lutte contre le chômage, et que le quatrième objectif. Cessons les doubles discours. Le budget 2013 de l'Union européenne est tout sauf un budget de relance. Amputé par les coupes franches des États membres, ce budget ne suffira même pas à honorer les engagements, chacun le sait. Le président de la commission du budget du Parlement européen a annoncé que le Fonds social européen était en cessation de paiement. Des programmes aussi fondamentaux que le programme Erasmus ou le programme pour la recherche et l'innovation sont mis en cause. Le continent européen a cessé d'être un espace de progrès. Le modèle social européen se réduit à peau de chagrin. Malgré cela, les dirigeants européens proposent de prolonger une Europe soumise au marché financier à travers l'approfondissement de l'union économique et monétaire et la renégociation des traités. Disons-le clairement, c'est hors de propos. À la place du beau rêve européen, l'Europe des comptables, des financiers, des technocrates trace un horizon funeste. La guerre économique, la concurrence entre les peuples, la balkanisation rampante des États, comme en Catalogne ou en Belgique ou en Écosse. Cette Europe souhaite rayer d'un coup de crayon les États-nations, alors qu'ils incarnent la démocratie, la coopération entre les peuples et le développement de politiques publiques fortes. Il y a urgence à radicalement changer l'orientation européenne pour la mettre au service de l'emploi, du développement durable, du progrès social. Il est impératif de mettre en place sans tarder une véritable harmonisation sociale et fiscale, et sociale par le haut. La taxation des transactions financières encore reportée, la réorientation de la BCE au service de l'économie réelle et du prêt aux États, la lutte contre la spéculation et la fraude fiscale. Les députés du Front de gauche continueront à défendre ce projet et cet idéal européen. Ils attendent du gouvernement le respect des engagements pris devant les Français pour remettre l'Europe au service des peuples. Je vous remercie. La parole est à Madame Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, souvenons-nous de l'atmosphère avant le dernier Conseil européen des 28 et 29 juin. Ce sommet devait être le 19e sommet de la dernière chance. Certains pressentaient même que la zone euro ne passerait pas l'été et que l'Union européenne ne s'en relèverait pas. Pourtant, 4 mois après, la zone euro apparaît beaucoup moins fragile. Lors de ce Conseil européen, les dirigeants européens ont réussi en effet à définir pour la première fois une réponse équilibrée et cohérente à la crise de la zone euro. Et nous savons que c'est grâce à la détermination du président de la République que l'Union s'est engagée dans une nouvelle voie qui doit permettre de retrouver la croissance, de lutter contre le chômage et la pauvreté et de réduire les déficits et la dette. Même si ce n'est qu'une première étape, ce changement politique est considérable et il va falloir le consolider par une volonté politique sans faille. D'autres bonnes nouvelles sont venues conforter l'Union. La décision prise cet été par la Banque centrale européenne d'intervenir plus massivement sur le marché secondaire et, si nécessaire, de façon illimitée, l'avis favorable de la Cour de Karlsruhe le 12 septembre dernier sur la ratification du mécanisme européen de stabilité du pacte budgétaire, les élections législatives aux Pays-Bas le 13 septembre qui ont donné une majorité aux partis pro-européens et sanctionné le parti d'extrême droite qui voulait sortir de la zone euro, l'entrée en vigueur le 27 septembre dernier du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, outil permanent d'aide aux États en difficulté et aux banques qui auraient besoin d'être recapitalisés, enfin la ratification du traité budgétaire par notre Assemblée nationale et par le Sénat, qui a été acquise à chaque fois avec une large majorité. Évidemment, il reste encore un très long chemin à parcourir pour la consolidation durable de l'intégrité de la zone euro. Nous savons tous que la crise est encore présente et menaçante. C'est notamment le cas pour la Grèce, où la nouvelle tranche de prêt n'a toujours pas été débloquée. C'est également le cas en Espagne. Dans l'immédiat, il faut appliquer les décisions décidées au mois de juin, mais il faut aussi les consolider et les compléter. Le gouvernement a rappelé, Monsieur le Ministre, les décisions importantes qui ont été prises à ce Conseil européen. Je ne vais donc pas les détailler à nouveau, mais je voudrais, Monsieur le Ministre, obtenir des précisions sur 3 points. D'une part, concernant la Banque européenne d'investissement, avez-vous prévu de simplifier les procédures pour que les prêts soient plus facilement et rapidement accordés? D'autre part,
Sur la taxe sur les transactions financières, quelle est votre estimation du montant de cette taxe et à quoi ces nouvelles ressources seraient-elles affectées? J'ai noté que dans l'interview qu'il accorde à plusieurs grands journaux européens cet après-midi, le président de la République mentionne les projets d'investissement et la formation des jeunes. Dans des expressions précédentes, il avait mentionné l'aide au développement. Est-ce que c'est toujours le cas? Je l'espère pour ma part en tout cas. Ma troisième question sera sur la supervision bancaire. Est-ce que vous avez réussi à vaincre les réticences allemandes au sujet de la supervision par la BCE de l'ensemble des banques, y compris locales? Mais nous savons aussi que le Conseil européen demain a une lourde responsabilité, transformer l'essai et proposer des perspectives d'avenir. L'intégration solidaire dans la zone euro exigera une mutualisation des capacités d'emprunt qui, à nos yeux, est une première priorité. Nous souhaitons vivement que soient créés des eurobonds. Il est par ailleurs indispensable de relancer le combat pour l'harmonisation fiscale et sociale afin de mettre fin à la concurrence déloyale et mortelle entre États membres d'une même Union. Je pense en particulier à l'impôt sur les sociétés, à la fiscalité de l'épargne et dans le champ social, à la nécessité de faire en sorte que nous puissions, dans l'ensemble de l'Union, avoir un niveau de salaire qui corresponde au niveau de vie. Je pense par exemple et nous savons que, alors qu'en Allemagne il n'y a pas de convention collective dans certains secteurs, notamment agricoles et alimentaires, il n'est pas normal que les salariés soient payés aux tarifs polonais, bulgares ou autres. Alors, sur le budget de l'Union européenne, où il est insupportable, je crois, que l'un des plus grands succès européens, le programme Erasmus, soit aujourd'hui en cessation de paiement, alors que la question devrait être plutôt de le renforcer, si tant est toutefois que notre objectif est de continuer à rapprocher l'Europe des citoyens. Enfin, nous serions très intéressés à avoir des éclaircissements supplémentaires sur les négociations concernant le prochain cadre financier pluriannuel et sur les chances que nous avons, Monsieur le Ministre, d'avoir des ressources propres pour l'Union européenne. Monsieur Van Rompuy va présenter demain ses propositions pour une véritable union économique et monétaire. Il propose un budget de la zone euro. Quelle est, Monsieur le Ministre, la position de la France à ce sujet? Si un tel budget était créé, il pourrait sûrement contribuer au renforcement de la zone euro, mais comment serait-il coordonné avec le budget de l'Union européenne? Comment est-ce que notre Parlement et le Parlement européen seraient associés à son contrôle? Et puis surtout, est-ce que nous sommes certains que si ce budget était créé, il ne remplacerait pas la mutualisation de la dette? Je termine, Monsieur le Président, pour dire qu'au-delà de ces questions de fond, nous avons besoin de formuler des propositions pour redonner du sens au projet européen, en tracer les perspectives futures, afin que nos concitoyens se réconcilient avec l'Europe et que l'Union européenne renoue avec le succès qu'a salué l'attribution du prix Nobel. Je vous remercie. Merci Madame Guigou. La parole est à Madame Danielle Auroi, présidente de la Commission des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, pour commencer, j'aimerais à mon tour rappeler que le prix Nobel attribué à l'Union européenne nous engage tous. Ce prix souligne, Monsieur Assensi, je vous rejoins là, que tous les devoirs de mémoire sont présents à travers cela. Résultat d'un travail patient, cet espace de paix, si nous n'y prenons garde, pourrait se défaire sous les coups des nationalismes, des intolérances de tout poil, n'est-ce pas, chers collègues, comme des spéculateurs. Alors soyons à la hauteur de cette récompense. Le Conseil européen de demain prend de ce contexte une place particulière. Espérons qu'il continuera sur le chemin de la solidarité. Alors que le sommet précédent avait donné beaucoup d'espoir, celui-ci saura-t-il répondre à l'angoisse de nos concitoyens? Depuis juin dernier, les différentes strates de l'Union européenne paraissent moins bousculées, même si, et nous pouvons le regretter, ni la situation de la Grèce, ni le sauvetage de l'Espagne ne seront directement abordés lors de ce sommet. Ce sommet est préparatoire aussi à de grandes décisions. Seront-elles tranchées d'ici la fin de l'année? Nous espérions pour certaines une mise en œuvre rapide. Je pense notamment à la supervision bancaire. Hélas, me semble-t-il, nos amis allemands
ne sont pas pressés d'aboutir sur ce sujet. J'espère que vous pourrez nous rassurer, Monsieur le Ministre. Plutôt que de me concentrer sur les désaccords entre partenaires, je souhaiterais souligner quelques-unes des propositions du président du Conseil européen sur la reprise en main de la zone euro et insister sur son indispensable corollaire, la démocratisation de l'Union. Le rapport d'étape du président Van Rompuy contient en effet une perspective d'importance. Il propose de transformer l'architecture de l'Union économique et monétaire en dotant la zone euro d'un budget central en complément du budget communautaire. Cette innovation pourrait contribuer à une meilleure solidarité entre nos économies. Il faut donc l'étudier avec attention. Par exemple, la mutualisation des assurances chômage, évoquée par le ministre de l'économie, pourrait s'inscrire dans cette démarche audacieuse. Cela redonnerait-il aux jeunes qui doutent aujourd'hui de l'Europe une perspective positive? J'ose l'espérer. Ce rapport d'étape souligne aussi la nécessité d'examiner plus en avant l'émission commune d'instruments de financement souverain, voire l'institution d'un fonds d'amortissement des dettes accumulées par les États. Même timidement, c'est bien l'enjeu essentiel des eurobonds, défendu vivement par la nouvelle majorité, qui revient là au cœur du débat, même si, nous le savons, certains de nos partenaires européens y sont toujours hostiles. Malheureusement, je me dois aussi de souligner les impasses de ce rapport qui s'accompagne de gages importants donnés aux rudes gardiens de l'orthodoxie libérale. Nous savons toute la difficulté de la tâche pour vous, Monsieur le Ministre, qui devez rappeler la nécessité d'un équilibre qui respecte les peuples et devait écarter des formes de tutelle qui se sont avérées non seulement humiliantes, mais aussi bien peu efficaces. Il faut cesser de punir les peuples pour des fautes commises par les banques. Je veux en particulier regretter combien demeure négligée la question pourtant cardinale dans nos unions intégrées de l'harmonisation fiscale, sociale et environnementale. Or, la concurrence, pour ne pas dire le dumping social et fiscal, encore pratiqué par certains États, est une menace mortelle pour l'Union. Dans un esprit comparable, la taxe sur les transactions financières avance très lentement, certes, mais avance. De ce point de vue-là, notre gouvernement a montré son engagement sur ce chantier. Souhaitons qu'à brève échéance, puissent être lancés aussi les travaux sur une taxe carbone européenne. Mais il ne pourra y avoir d'avancée budgétaire sans que l'Europe sorte de la panne démocratique qui la paralyse aujourd'hui. C'est ce que souligne le rapport du président Van Rompuy aussi. Cela ne vient-il pas du déséquilibre actuel entre les rôles du Conseil, de la Commission et du Parlement européen? Ne faut-il pas que les parlements nationaux soient suffisamment associés à la réflexion pour corriger ce déséquilibre, et ce, en faveur des citoyens? Les rédacteurs des conclusions de ce prochain Conseil européen, d'ailleurs, suggèrent aux chefs d'État et de gouvernement d'encourager la création de la conférence budgétaire interparlementaire prévue par le traité sur la stabilité, qui, comme vous le savez, chers collègues, a été initiée au sein de notre Assemblée et en particulier au sein de la Commission des affaires européennes. Une image consensus se dessine dont tous les parlements nationaux pourraient s'emparer et faire ainsi mieux entendre leur voix dans le concert européen. Monsieur Vitorino, que nous avons auditionné ce matin, nous disait qu'il faudrait peut-être aussi, chers collègues, prêter une oreille plus attentive à l'Union au sein même de cet hémicycle, qui est bien un peu vide tout de suite, effectivement. C'est là un enjeu que votre commission vous propose de continuer à approfondir. J'en conclus en filant une métaphore musicale. Il paraît que la musique adoucit les mœurs. Pour certains, l'Union ressemble à une symphonie où chaque État doit pouvoir se faire entendre tout en respectant les autres. Pour d'autres, c'est une marche funèbre, n'est-ce pas, messieurs de la droite? Peut-être faudrait-il nous rappeler, chers collègues, que l'hymne européen est avant tout un ode à la joie. En ces temps difficiles, la joie se fait humble et discrète. Pourtant, l'Union pourrait, si nous lui en donnons la force et l'ambition, s'enverrer pleine de ressources plutôt qu'être synonyme de tant de désillusions. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Auroy. La parole est à Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des Affaires européennes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais profiter de cette fin de débat pour répondre à l'ensemble des orateurs qui se sont exprimés, en les remerciant tous, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent, pour leur intervention, leur contribution utile au débat, en remerciant notamment Mesdames les Présidentes des Commissions des Affaires étrangères et des Affaires européennes pour leur contribution toujours utile
à ce débat, l'importance des questions soulevées, la contribution aussi par des idées nouvelles à la politique européenne du gouvernement. J'ai pu mesurer à l'occasion du débat sur le TSCG à quel point les initiatives prises par vos commissions avaient été utiles. Je pense notamment à la résolution concernant la mise en œuvre des dispositions de l'article 13 du TSCG qui permet, par la mise en œuvre de la conférence interparlementaire, d'associer davantage le Parlement à l'exercice de ses prérogatives souveraines en matière budgétaire lorsqu'il s'agit des relations qui se nouent entre l'État français, la Commission, dans le cadre du semestre européen. Je vais essayer de répondre le plus succinctement possible à tous les orateurs qui se sont exprimés et je les prends par ordre de prise de parole, en commençant par Monsieur de Flessel, qui, avec beaucoup de nuances, une absence totale d'esprit polémique, une pondération absolue, s'est exprimé sur la politique européenne du gouvernement, ce qui me conduira avec beaucoup de mesures à répondre à quelques-uns des propos qu'il a pu prononcer devant notre Assemblée. D'abord, vous vous inquiétez de l'affaiblissement de notre pays résultant de sa situation économique face à nos partenaires. Vous avez raison de vous en inquiéter. Vous avez été pendant 10 ans dans l'exercice de la responsabilité du pouvoir et lorsque vous avez quitté le pouvoir, nous étions dans une situation d'affaiblissement quasi anémique face à nos partenaires en raison de quelques chiffres que je veux rappeler et qui ne sont pas le résultat des 4 mois de politique que nous avons mis en œuvre, mais des 10 ans d'exercice par votre sensibilité de la responsabilité du pouvoir. Vous avez raison, Monsieur de Flessel, de vous inquiéter de la situation de la compétitivité, puisque vous avez laissé 75 milliards de déficit du commerce extérieur à notre pays. C'est dire à quel point vous êtes légitime à nous interpeller après 5 mois d'exercice du pouvoir sur cette situation. Vous avez raison de vous inquiéter. Vous avez raison de vous inquiéter de la situation de la dette, puisqu'elle a doublé pendant le précédent quinquennat et qu'elle a augmenté considérablement pendant les 10 ans d'exercice de la responsabilité par votre sensibilité. Vous avez raison de vous inquiéter des déficits, puisque lorsqu'on regarde l'évolution du déficit budgétaire pendant les 10 ans d'exercice du pouvoir par la majorité UMP, ils n'ont cessé de se creuser. Ce bilan absolument excellent vous donne quelques diplômes pour nous donner à nous des conseils qui sommes en situation de responsabilité depuis 4 mois. Et s'il doit y avoir une faiblesse de la France face à l'Union européenne en raison de la situation économique et financière dans laquelle elle se trouve, ce n'est pas aux 4 mois d'exercice de la responsabilité par cette majorité que cela est imputable, mais aux 10 ans de bilan que vous nous avez laissés et dont je vous confirme, rejoignant cela vos propos, qu'ils ont été un facteur considérable d'affaiblissement de notre pays dans la relation avec l'Allemagne. Ensuite, vous inquiétez, vous et votre collègue Henri Plagnol, de la relation franco-allemande. Je dois reconnaître là, de façon très directe, devant la représentation nationale, que nous avons complètement changé d'orientation, de politique et de comportement et de méthode. Parce que vous semblez considérer, Monsieur de Flessel comme Monsieur Plagnol, que la relation franco-allemande n'est jamais aussi forte que lorsque le gouvernement français devance les attentes du gouvernement allemand sans se préoccuper de ce qu'est la vision que le gouvernement français a intérêt à défendre face au gouvernement allemand. Eh bien, je vous confirme que nous n'en sommes plus là, que nous avons la volonté d'aller très loin dans l'approfondissement de la relation franco-allemande, que nous considérons que la relation franco-allemande est consubstantielle à la dynamique de l'Union européenne, que la relation franco-allemande n'est jamais aussi forte, Monsieur de Flessel, et le temps long de l'histoire de la construction européenne le montre, que lorsque les Allemands et les Français s'expriment clairement les uns face aux autres, sans jamais nécessairement être d'accord au début, ce qui compte, c'est qu'à la fin, les compromis soient forts, et il est tout à fait normal qu'un ministre des Affaires européennes allemand exprime ce qu'il souhaite en matière d'évolution de l'union économique et monétaire, qu'il dise ce avec quoi il est d'accord et ce avec quoi il ne l'est pas. Et dès lors qu'on accepte ce principe qui est consubstantiel au fonctionnement de l'Union, on doit accepter le principe qu'un ministre français soit capable de la même manière, dans le même respect de la relation franco-allemande, d'exprimer avec autant de franchise ce qu'il croit bon pour l'Europe et pour son pays. Et c'est parce que nous avons réussi à instaurer cette franchise dans la relation que nous avons bâti
en juin un compromis fort. C'est parce que nous avons réussi à rééquilibrer la relation que nous avons réussi à l'ouvrir à d'autres pays, l'Espagne, l'Italie. Et c'est parce que nous avons procédé à ce rééquilibrage et cette ouverture que nous sommes aujourd'hui capables d'avancer des idées nouvelles sur la crise ensemble, de bâtir des compromis forts qui sont bons pour l'Union européenne et qui sont bons pour sortir de la crise. Vous nous invitez, avec M. Plagnol, à répondre aux propositions allemandes sur l'avenir de l'Union économique et monétaire. Et vous inquiétez du fait que nous n'y répondions pas. Je me suis fait procurer, entre le moment de votre intervention et le moment de ma réponse, la liste des réunions organisées par le groupe de M. Westerwelle. Je vais vous donner les dates et puis je vais vous donner le niveau de participation française. Le groupe Westerwelle a été lancé en février 2012 par une lettre adressée par M. Westerwelle au gouvernement français. Le 20 mars 2012, la première réunion a eu lieu de l'ensemble des participants. Nous étions représentés par notre ambassadeur à Berlin. Il est talentueux, il est remarquable, il fait un travail excellent, mais il n'est pas de rang ministériel. Le 19 avril, à Bruxelles, c'est notre ambassadeur auprès de la représentation permanente qui a représenté la France à la réunion du groupe Westerwelle. Le 13 mai, à Vienne, c'est notre ambassadeur à Vienne. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 réunions du groupe Westerwelle invitant l'ensemble des gouvernements français à venir débattre de l'avenir de l'Union européenne. Vous nous expliquez aujourd'hui qu'il faut une relation franco-allemande très étroite, qu'il faut participer à ce groupe et y répondre. En 5 réunions, vous avez été appelé à y participer 3 fois. À aucun moment, vous n'avez envoyé un représentant de niveau ministériel. Voilà la considération dans laquelle vous avez tenu le gouvernement allemand et M. Westerwelle en raison de l'initiative qu'il avait prise. Le 20 juillet, une réunion s'est tenue à Palma de Majorque. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, y était. Et le 17 décembre, le 17 septembre dernier, au moment où le groupe Westerwelle a conclu ses travaux, le gouvernement français était invité. Le ministre Laurent Fabius m'a demandé de l'y représenter. J'y suis allé. Donc il y a eu 2 réunions sous ce gouvernement. Nous avons été représentés à niveau ministériel et nous avons indiqué, puisque vous voulez savoir quelle est la réponse, mais je vais poursuivre, monsieur. Allez, vous n'avez ni participé ni proposé. Par conséquent, ça vous autorise effectivement à être vindicatif sur le sujet. Nous avons indiqué, à l'occasion de la réunion du 17 septembre, que nous étions tout à fait prêts à nous engager dans un processus de renforcement de l'union politique. Mais puisque vous-même, monsieur de Flessel et monsieur Plagnol, nous invitez à répondre aux initiatives prises par d'autres, gouvernements que nous respectons, avec lesquels nous souhaitons approfondir nos relations, je voudrais vous poser la question de savoir si vous entendez soutenir les propositions de la France, puisqu'il faut faire des propositions, nous en faisons. Et je vais d'ailleurs les verbaliser devant vous. Et je vais vous demander, comme vous avez le sens de l'intérêt national et que vous êtes amoureux de l'Europe, de bien vouloir nous soutenir autant que vous soutenez les propositions allemandes lorsqu'elles nous sont adressées, ce qui sera utile pour la France, pour l'Europe et pour la relation franco-allemande à laquelle vous semblez tant tenir. Premièrement, lorsque nous proposons de faire en sorte que l'union bancaire dont nous avons besoin pour stabiliser la finance à l'échelle de l'Union européenne soit effective et que nous proposons à nos partenaires de l'Union européenne, parmi lesquels figurent nos partenaires allemands, de bien vouloir faire en sorte que la totalité des banques européennes soit supervisée par la Banque centrale européenne et que nous puissions trouver au sein du dispositif européen tel qu'il est une bonne articulation entre les interventions de l'autorité européenne de banque et la Banque centrale européenne pour faire en sorte que cette supervision soit effective dans le consensus et qu'elle permette de renforcer l'union monétaire des institutions telles qu'elles fonctionnent. Allez-vous nous soutenir? Lorsque nous proposons que le budget de l'Union européenne ne fasse pas l'objet d'une coupe de 200 milliards d'euros, comme cela a été le cas dans la précédente mouture gouvernementale, mais qu'au contraire, il soit doté de ressources propres par l'affectation de la taxe sur les transactions financières à ce budget. Allez-vous nous soutenir ou allez-vous soutenir les positions d'autres gouvernements qui préfèrent que le budget de l'Union européenne soit revu à la baisse, que jamais il ne soit doté de ressources propres et qu'à aucun moment il n'échappe lui aussi à la discipline budgétaire? Deuxième proposition. Troisième proposition, lorsque la France propose, dès lors qu'il y a la discipline budgétaire,
dès lors qu'il y a la volonté de faire en sorte que les comptes soient remis en ordre? Est-ce que vous allez soutenir les initiatives de solidarité proposées par la France, et notamment la mise en place d'un dispositif permettant le renforcement des modalités d'intervention de la BCE jusqu'à la mutualisation de la dette, qui permettrait à l'Union européenne d'être dotée de véritables moyens qui permettent, lorsque la spéculation attaque les économies, de pouvoir faire face à la spéculation ayant des pare-feux? Voilà 3 propositions concrètes que nous avons faites, sur lesquelles nous sommes reconnus par l'ensemble des pays de l'Union européenne comme étant en avant-garde, qui sont autant de propositions concrètes que nous adressons aux pays de l'Union européenne. Et moi, je voudrais savoir si M. Plagnol et vous-même êtes prêts à la tribune à monter en disant voilà des propositions françaises sur lesquelles il n'y a pas un accord de l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais sur lesquelles nous, bien qu'étant dans l'opposition, nous sommes prêts à appuyer les propositions françaises en demandant à l'ensemble des pays de l'Union européenne de bien vouloir soutenir les propositions d'avant-garde faites par la France lorsqu'elle essaie de faire en sorte qu'il y ait davantage d'union économique monétaire. Enfin, Monsieur de Flessel, vous dites vraiment c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout, il n'y a pas d'initiative française en matière de politique industrielle. Et me dites-vous, vous avez été membre de la Commission de la Défense, vous devriez vous inquiéter de ce qui se passe sur EDS. Mais comme j'ai été membre de la Commission de la Défense avec vous, et que vous savez que cette commission est une commission consensuelle, au sein de laquelle on essaie de faire en sorte que sur les sujets les plus sérieux, on se dispense de dire des choses approximatives, permettez-moi par conséquent de vous répondre. Au cours des 5 dernières années, à l'exception de l'accord de Lancaster, dont on aurait beaucoup à dire sur les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre. Est-ce que vous pourriez, Monsieur de Flessel, me donner un exemple de restructuration industrielle européenne réussie au cours des 5 dernières années? Aucun. Aucun. Vous parlez du franco-allemand. Nous avons une industrie de défense française dans laquelle il y a une place importante qui est donnée à l'industrie de construction navale. Nous avons les constructions mécaniques de Normandie, nous avons la DCNS. Il y a une possibilité pour la DCNS avec TKMS de s'allier peut-être pour essayer de faire en sorte d'avoir une véritable industrie navale européenne. Que s'est-il passé? Rien du tout. Nous sommes sur le terrain de l'industrie de défense terrestre avec un émiettement de l'industrie de défense française, avec des entreprises qui sont émiettées, non rassemblées, qu'il s'agisse de Renault Trucks, qu'il s'agisse de Panhard. Vous aviez la possibilité pendant 10 ans de faire des restructurations pour qu'on ait une véritable industrie de défense terrestre. Qu'avez-vous fait? Rien du tout. Et aujourd'hui, vous venez vous nous expliquer qu'alors qu'un projet industriel a échoué, non pas du fait de la France, mais d'autres pays, il faudrait que nous rendrions des comptes sur ce que vous n'avez pas fait pendant 10 ans et ce qui a échoué en raison de positions prises par d'autres pays que la France. À un moment donné, Monsieur de Flessel, on peut souhaiter, même quand on est en opposition les uns avec les autres, qu'un minimum de bonne foi préside aux échanges qu'on a dans cet hémicycle. Ce serait nécessaire quand même sur des sujets de cette nature, qui sont des sujets aussi sérieux. Enfin, je voudrais répondre... Mais le noniste, mais monsieur de Courson, vous avez bien fait de m'interpeller sur ce sujet. Ça va me donner l'occasion de vous répondre. Je ne vous ai pas entendu qualifier de noniste monsieur Fillon, qui avait voté non à Maastricht en 1992 et qui nous a expliqué pendant 18 mois, ici dans cet hémicycle, que s'il fallait voter le TSCG, c'était pour mettre en œuvre les principes de Maastricht, qui était un traité auquel il s'était opposé en 1992. Là, on ne vous a pas entendu. Subitement, voilà que la mémoire se remet en fonctionnement. C'est bien, ça aura au moins servi à cela, ce débat. Mais non, mais il ne faut pas avoir la mémoire sélective, monsieur de Courson. Quand on veut jouer à ça, si vous voulez qu'on fasse la liste des nonistes et des oui-wistes, il y en aura pour tout le monde dans cette salle. Parce que l'Europe... Oui, pas pour vous, j'en conviens. Vous avez été constants, vous avez été les seuls. Et les radicaux aussi. D'ailleurs, vous êtes rassemblés dans cet hémicycle. Allez. Je retire ce que j'ai dit. C'était pas approximatif et je n'aime pas les approximations. Enfin, je voudrais terminer par des réponses précises aux questions que m'ont posées les deux présidentes, Madame Auroy et Madame Guigou. Pour ce qui concerne tout d'abord les dispositifs de prêt de la BEI, vous avez raison de dire que nous ne parviendrons à faire en sorte que le plan de croissance se mette en œuvre rapidement que dès lors que nous aurons simplifié les procédures en cours. Dans les règlements qui sont en cours d'élaboration par la Commission, nous plaidons pour la simplification de l'instruction des dossiers et des conditions d'attribution des fonds, de manière à ce que nous puissions garantir qu'il y aura
un délai le plus court possible entre la décision prise de la recapitalisation et l'entrée en vigueur des prêts à des fins de croissance. Pour ce qui concerne la taxe sur les transactions financières, le projet de la Commission assiette large, assiette large parce qu'incluant les produits dérivés et taux significatifs, avait conduit à envisager un produit de la taxe sur les transactions financières de 57 milliards d'euros. Nous ne sommes pas en situation aujourd'hui de dire quel serait le montant de la taxe dès lors que cela se fait à 11, sans d'ailleurs que l'on sache exactement aujourd'hui quel sera le point d'aboutissement sur l'assiette et le taux. Ce que nous pouvons dire, c'est que ça représente plusieurs milliards, voire même plusieurs dizaines de milliards d'euros de rendement. Pour ce qui concerne la supervision, vous m'interrogez sur le fait de savoir, Madame Auroy et Madame la Présidente Guigou, si nous sommes dans une discussion avec l'Allemagne qui permettra d'aboutir. Nous avons une proposition concrète de la Commission européenne depuis le 12 septembre, qui est suffisamment astucieuse dans sa rédaction en termes de façage possible et de mise en œuvre de la supervision pour que nous puissions trouver, parce que nous le souhaitons, un compromis avec nos partenaires qui permette de rendre cette supervision effective. Enfin, pour ce qui concerne le budget de la zone euro, nous avons une position favorable à tout dispositif qui permet de renforcer la solidarité au sein de l'Union européenne. Il faut simplement qu'on s'assure que la mise en place d'un budget de la zone euro ne viendra pas remettre en cause les perspectives financières à 27, le budget à 27 qui permet de faire de la croissance, et que cela ne sera pas présenté comme une alternative à la mutualisation de la dette, parce que nous avons besoin des deux outils. Le budget de la zone euro ne saurait être un solde d'évacuation de la mutualisation de la dette et de la mise en place des eurobonds. Enfin, je voudrais remercier M. Assensi pour son intervention. Il pose une question qui a été posée à l'occasion du débat de la semaine dernière sur la question de la croissance et sur la question de l'austérité, rapportant les 120 milliards d'euros du pacte de croissance aux mesures de réduction des déficits prises par l'ensemble des États, en indiquant qu'il y aurait là un risque de déséquilibre. Je veux rappeler que les 120 milliards du pacte de croissance ne sont pas la seule mesure que nous souhaitons voir mise en œuvre en matière d'accompagnement de la croissance au sein de l'Union européenne. Il y a les 120 milliards du pacte de croissance, il y a les 1000 milliards du budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020. Nous n'avons pas la même approche que le précédent gouvernement. Nous souhaitons avoir ce budget doté de ressources propres. Il y a les initiatives prises autour du juste échange, de l'accompagnement de la politique industrielle. Et il y a la volonté aussi de faire en sorte que demain, et c'est un chantier devant nous auquel nous devrons nous consacrer entièrement, que sur la question de la politique énergétique, sur la question des transports, sur la question de l'équipement numérique, c'est-à-dire des mécanismes d'interconnexion européens, nous puissions avoir des investissements qui fassent la compétitivité durable de l'Union européenne. Merci, Monsieur le Ministre. Le débat est clos et la séance est suspendue.